Donc nous, on va vous parler de repérage précoce et de facteurs de risque du trouble du développement intellectuel, IDG. Donc ça fait bien la transition avec la dernière intervention qu'on a eue juste avant. Peut-être d'introduire notre propos, une petite présentation du contexte dans lequel on met en place ce projet, qui est un projet de plutôt recherche appliquée sur le terrain. Donc moi je suis psychologue et je suis également doctorant en psychologie donc à l'université de Tours. Je travaille avec cette population, et en fait mon doctorat est financé par l'association dans laquelle je travaille, donc les PEP 18, puisqu'on a ouvert récemment un pôle recherche et développement où un des axes majeurs, c'est d'introduire la recherche dans la clinique, et puis de développer l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et notamment du trouble du développement intellectuel léger. Voilà, donc ça c'est un autre projet que je peux mener dans le cadre de ma thèse. Je vais laisser ma collègue se présenter du coup. Oui, donc moi je suis psychologue aussi sur le CESAD et sur la PCO. Et je coordonne aussi un projet de recherche autour d'un programme de remédiation cognitive où on est en train d'essayer d'adapter un outil aux enfants qui présentent un TDI léger, en lien avec l'hôpital Sainte-Anne et le Dr Amadou. Voilà. Donc c'est un peu lié parce que toutes nos discussions sont parties un peu de tous les travaux qui sont déjà en cours, et puis des questions qu'on se pose sur le dépistage plus précoce de cette population. Voilà, si on prend les critères diagnostiques, c'est dans les TND, le TDI devrait être assez représenté, au moins autant que le TSA. Alors, si on reprend le DSM-5, on parle de déficit des fonctions intellectuelles, des fonctions adaptatives, apparition durant la période développementale. Et on doit retrouver aussi des limitations dans différents domaines conceptuels, domaine social, domaine pratique. Et donc, voilà, on va parler en termes de niveau de sévérité, léger, moyen, sévère, profond. Donc, nous, on va s'intéresser plutôt, au TDI léger. Alors, quel est l'intérêt, finalement? Nous, on est parti de deux postulats, enfin, en tout cas, surtout de deux constats, un du côté de la PCO et un du côté du CESAD. Sur le CESAD, nous, on a vraiment pour des enfants à partir de 6 ans. Ils arrivent rarement à 6 ans actuellement, ils arrivent plutôt vers 8 ans. Souvent, quand ils arrivent, pour beaucoup, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'accompagnement avant l'entrée sur le service. Ils arrivent avec un diagnostic de TDI qui a été posé à un moment donné sur la base d'un bilan cognitif la plupart du temps. Et puis, nous, on se rend compte qu'une fois qu'on a mis en place un certain nombre d'accompagnements, de remédiation, etc., pour certains, au bout de 2 ans, quand on refait les bilans, ils sont sortis complètement du champ de la déficience intellectuelle légère. Du coup, on s'est dit... et alors, deuxième constat, c'est que sur la PCO, avec un petit peu de recul, là, on se rend compte qu'on a très rarement des suspicions de TDI dans les livrets qui arrivent. On a souvent des suspicions de TSA, de TDAH, trouble 10 un petit peu, pas trop, mais TDI, rarement, léger en tout cas. Quand c'est plus marqué, c'est plus... Et on s'est dit, comment se fait-il que ces enfants-là n'arrivent qu'à si tardivement, et on aimerait trouver des facteurs, enfin des signes précoces de TDI pour pouvoir proposer, pourquoi pas, ces fameux programmes de remédiation beaucoup plus tôt, et peut-être pouvoir... voilà, donc on est parti sur l'hypothèse on sait qu'il y a une plasticité cérébrale, l'idée c'est d'aller rechercher cette zone proximale le plus tôt possible, et puis aller développer des compétences qui n'auront pas pu être mises en place à un moment donné. Voilà, on a remarqué qu'il y a une évolution plus importante quand il y a des soins en ambulatoire, avec des interactions avec les différents environnements, pour pouvoir interagir sur l'ensemble des environnements. Voilà, avec l'idée que si on arrive à identifier plus précocement les difficultés, on pourrait limiter les facteurs qui entravent la participation sociale et assurer une meilleure trajectoire développementale. Voilà. Alors, notre premier travail, ça a été d'aller chercher des outils, ce qui n'est pas simple. Il existe très peu d'outils qui peuvent permettre d'aller évaluer des choses chez des si jeunes enfants.
Voilà, on a trouvé donc les échelles d'évaluation du développement cognitif précoce. Donc on va se servir de cette échelle pour aller évaluer des choses. Voilà, qui va permettre d'évaluer des stades piagétiens chez une population soit tout venante, mais aussi avec handicap, qui va permettre une intervention cognitive précoce individualisée. Ça va permettre de dégager des axes de travail et puis permettre de dépasser les problèmes d'évaluation qu'on rencontre actuellement, puisqu'on n'a pas d'outils pour des enfants de 2 ans qui soient vraiment adaptés, surtout si on suspecte un TDI. Aller passer une psy avec un enfant qui a déjà des difficultés, ça a peu de sens. Voilà. Ok, alors moi je vais vous parler d'un peu ce qu'on souhaite mettre en place, parce qu'aujourd'hui on a identifié les principaux acteurs, mais on n'a pas encore mis la recherche en place. Donc on se devait de mettre en place un projet de recherche qui est accessible et possible pour des professionnels de terrain également. Ça c'est un point important, je pense, dans l'articulation du travail clinique et recherche. Et donc partant de cet outil, en fait, oui, quand on parlait de problèmes d'évaluation, c'est aussi le fait que cet outil il peut être facilement utilisé en recherche parce qu'il y a des scores qui apparaissent, etc. Nous, pour ce projet-là, donc on souhaite avoir un échantillon de 20 enfants qui ont entre 2 et 3 ans, alors qui répondent aux critères diagnostiques du TDI léger, plutôt avec la Vineland, donc un score adaptatif qui les situe dans ce profil-là. Et puis voilà, donc dans notre échantillon, pour l'instant, on n'intégrerait pas d'enfants avec des troubles moteurs importants, des troubles auditifs, et puis des troubles visuels qui pourraient avoir d'autres implications. Et donc l'idée de ce projet de recherche et d'action, c'est de faire passer cette échelle à cette échantillon de 20 enfants, et puis qu'on puisse par la suite évaluer la moyenne et les écarts types, donc cotation en stade, donc il y a 7 échelles. Et puis une fois que cette échelle a été passée par les enfants, on est en train d'organiser un groupe de travail en fait avec des enseignantes et puis des familles pour aller retranscrire en fait des items de cette échelle pour l'évaluation en milieu écologique, donc à la fois dans la famille et à la fois à l'école. Et après, on projette de faire une nouvelle passation de cette échelle avec ces échelles retranscrites par les acteurs de l'environnement du jeune, et puis de faire tout simplement une étude de corrélation. Je crois que je suis allé un peu loin, c'est la diapo d'après. Voilà. Donc l'idée c'est de comment on peut repérer les difficultés cognitives précoces dans le TDI léger, j'entends bien, parce que les retards plus importants, souvent on les détecte assez vite. Une des hypothèses générales, c'est que voilà, ces échelles-là montrent un retard dans l'acquisition des stades cognitifs. On fait l'hypothèse d'un retard. Je sais que parfois c'est un peu la question, est-ce que c'est plutôt un retard, est-ce que c'est plutôt un déficit, est-ce qu'on peut faire de la remédiation, est-ce qu'on doit aller compenser, etc. Donc nous, on part du postulat sur la littérature qu'il y a un retard équivalent à un stade piagétien pour chacune des échelles de l'échelle cognitive précoce, et qu'on aura une corrélation significative avec les échelles qu'on va construire avec les enseignants et puis la famille. Voilà, donc pour terminer notre propos, l'objectif c'est de participer à l'amélioration du repérage et de l'intervention précoce au niveau médico-social, et en lien avec le fait qu'on diminue l'âge de l'agrément sur nos établissements, de collaborer avec l'ensemble des environnements de vie de l'enfant, oui, puisqu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, et puis il faut se rapprocher au maximum des conditions écologiques. Et puis à terme, donc là on est 4 psychologues qui travaillons sur le projet, ce serait d'intégrer une échelle un peu plus pluridisciplinaire en intégrant les évaluations de professionnels éducatifs, orthophonistes, psychomotriciens, sur l'identification des facteurs de risque précoce, et puis chacun en contact des différents environnements de vie. Voilà, et puis ça c'est une des perspectives aussi, c'est que là on se contente d'un petit échantillon d'enfants. À terme, peut-être qu'il faudra aller évaluer en termes de trajectoire développementale préscolaire comment les particularités cognitives se manifestent, et en lien aussi avec des influences de l'environnement, notamment l'entrée à l'école à 3 ans maintenant, etc. Et bien, je crois qu'on est fini. Merci à tous.
pour votre présentation. On a fait un petit parallèle, c'est vrai que la tranche d'âge, je peux me la rappeler, de l'étude 2-3 ans. 2-3 ans, donc vraiment avant d'entrer en école. Voilà. Voilà, ok. Ouais, donc on est dans le dépistage précoce, c'est normal. Donc, mais effectivement, ça me questionne un petit peu parce qu'on a aujourd'hui aussi beaucoup d'enfants qui arrivent sur les PCO qui ont 3 ans déjà, donc qui sont à l'école. Et l'étude en milieu écologique et notamment à l'école, je pense que c'est très important. Je fais un petit parallèle là, en fait, actuellement, je suis en master 2 sciences d'éducation et dans ma promo aujourd'hui, j'ai des enseignants en fait, et on est sur l'étude du concept des compétences. Et je peux vous dire que ça relève beaucoup de sujets parce qu'effectivement, comment, enfin, est-ce qu'un enfant de 3 ans a des compétences voilà, enfin, clairement, là, c'est quand même. C'est dingue, en fait, ce qu'on demande à un enfant de 3 ans, en fait. Je ne me rendais pas compte. Là, vraiment, pour en parler avec des enseignants depuis hier, c'est impressionnant. Donc voilà, donc effectivement, je trouve que ce travail, en fait, ce travail interdisciplinaire, interprofessionnel, comme vous le détaillez, et même dans les perspectives, je le trouve super intéressant. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Est-ce que, du coup, dans la salle, il y a des questions ? Vous monopolisez la parole. Je pensais que Romuald aurait eu une question. Qui passe. Est-ce que tu veux le micro? J'avais une question en lien avec l'outil sur le protocole, d'un point de vue méthodologique. Le choix d'utiliser un seul outil, celui de Nader Grosbois, qui est fixé sur l'aspect voilà, modèle piagétien, performance cognitive. Est-ce qu'il y a dans le protocole le lien avec d'autres outils? Je pense notamment à une mesure par l'ABEX, on regarde vers Romuald, et puis de SON-R pour avoir aussi des comparaisons en fait en termes de niveau au sein des outils. Donc ça c'est la première. Alors c'est une question qu'on s'est longtemps posée avec les 3 outils sur la table. Ouais. Alors c'est vrai que l'ABEX du coup on retrouve quand même des items très similaires. Ça nous paraissait un peu plus détaillé sur le plan cognitif. C'est vrai que l'ABEX ajoute le côté socio-émotionnel. Là pour le coup on s'intéresse vraiment à des critères cognitifs plus en détail et puis c'est un départ aussi, hein, peut-être qu'on pourra élargir par la suite. La SON-R, on n'est pas parti directement dessus puisque justement on voulait avoir un outil qui puisse proposer des items directement en situation écologique et que ça puisse être retranscrit. La SON-R c'est quand même un peu plus sur table avec des petits puzzles, des petites choses à faire. On pourra en discuter. C'est Voilà. plus dynamique la SON-R, et vous parliez tout à l'heure de la zone proximale de développement. C'est aussi un outil qui s'adapte avec un étayage qu'on donne ou pas à l'enfant, alors que les échelles de Nader Grosbois sont plus statiques en fait en termes de performance. Et je rebondis sur la remarque de la modératrice sur la distinction performance-compétence. Et comme vous voulez aller sur la distinction mesure standardisée et transposition en contexte, mais c'est... Ok. Oui. D'accord. Moi j'avais une question par rapport à l'inclusion des enfants. Vous parlez d'enfants que vous incluez aux alentours de 2-3 ans pour qu'il y ait un diagnostic de TDI. Ouais. Parce que souvent on parle souvent de retard global. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'attends globalement. que les enfants sortent de ce critère diagnostique et pas un peu hyper surprenant, puisque souvent c'est des enfants oui, là, les éléments de contexte. c'est le diagnostic à cet âge-là, c'est plus des enfants qui sont repérés comme à risque. C'est des populations à risque. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces facteurs de risque, comme on fait parfois dans le TSA, il y a un haut risque. Dépistage, prévention, intervention. C'est ça. C'est plus l'idée, parce qu'évidemment, on va pas poser un diagnostic à 2 ans, c'est compliqué. Tout est délégué. Nous, au CESAD, y rentre par le biais de la MDPH avec une notification de handicap. Aujourd'hui, si on s'intéresse à une population comme ça et qu'on élargit l'agrément, il faudra vraiment pas passer par cette case-là, vraiment raisonner en termes de besoins, je pense que c'est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
par rapport à ce que vous dites là aujourd'hui, les CESA de 0-3 ans sont, dans le cadre des PCO, considérés comme des lieux d'accueil directs sans passer par la MDPH. Donc voilà, il suffit juste que votre agrément des PET s'étende sans forcément qu'il augmente et que vous arriviez à convaincre que les enfants rentrent à partir de 0. Et la partie 0-3 ans, il y a juste besoin, si l'enfant reste au CESAD, s'il passe juste pour un bilan et qu'il en ressort, il n'y a pas besoin de le signaler, c'est dans votre file active. Et si il doit rester au CESAD et après y rentrer, là du coup il faut passer par la MDPH. Est-ce que vous comprenez? C'était clair? Oui, oui. Ok.